Et si je vous parlais d'une plateforme numérique utilisée par 37 millions de Français et qui est devenue quasiment incontournable dans vos vies quotidiennes, dans nos vies quotidiennes, j'imagine que vous pensez à Google, Instagram ou TikTok. Eh ben non, il s'agit de Doctolib. Doctolib, un site de mise en relation entre soignants et patients qui constitue désormais un quasi-monopole dans l'Hexagone. Paradoxalement, nous ne savons presque rien sur Doctolib. Qui est à sa tête? Quels sont les projets de ses dirigeants? Comment ont-ils réussi à s'imposer sur un terrain caractérisé au départ par une forte concurrence? Qu'est-ce qu'ils monétisent? En d'autres termes, puisque c'est gratuit pour nous, est-ce que c'est nous le produit? Pour en savoir plus, j'ai fait appel au journaliste Pierre-Philippe Berson qui a enquêté avec son collègue Victor Legrand et pour le magazine Society sur cette plateforme qui exerce désormais une forme d'ascendant sur notre système de soins. C'est l'entretien express. Bonjour Pierre-Philippe. Bonjour. Alors, une des choses que vous a dites Stanislas Niok's-Château, c'est-à-dire le fondateur de Doctolib, c'est à côté des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, et Microsoft, Google, Amazon, Facebook et Microsoft, j'oublie un des GAFAM, on est des nains. Alors, j'ajouterais que ce sont des nains pas si petits que ça, et j'imagine que c'est aussi ce que vous vous êtes dit en lançant cette enquête, en décidant d'enquêter sur Doctolib. Ouais, le point de départ, c'était de se dire que Doctolib est devenu un acteur incontournable de la médecine, quasiment une sorte d'auxiliaire des autorités publiques de santé pendant la pandémie et après, pendant la vaccination et les tests. Et donc l'idée était de savoir d'où vient cette entreprise, comment elle est parvenue à se hisser finalement à ce niveau-là, quasiment de la Sécu ou du ministère de la Santé. Donc d'où ça vient, comment cette entreprise s'est créée et comment elle marche actuellement, quoi, qui est un peu voir l'envers du décor. Donc on a eu plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'enquête, d'interviews avec eux et surtout, on a regardé dans le rétroviseur, quoi, de voir, parce que c'est une entreprise hyper récente qui est fondée en 2013, donc elle va avoir 10 ans l'année prochaine, donc ce qui est assez rapide finalement. Donc c'était ça le point de départ de l'enquête, plus que le côté effectivement comparatif, enfin une sorte de success story à la française. Nous, on était plus attirés par la coulisse, quoi, les recettes de Doctolib. Les recettes, parce que bon, à la base, donc, il y a Stanislas Niok's-Château. Il est moins connu que Mark Zuckerberg de Facebook ou Jeff Bezos d'Apple, que j'oubliais en citant les GAFAM. Mais le fondateur de Doctolib est une personnalité, il est un personnage assez spécial et il tient à fabriquer sa propre légende personnelle à coup de storytelling. Ben alors sa légende personnelle, je sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est quelqu'un quand même d'assez fascinant, ne serait-ce que dans sa réussite. Donc il a 35 ans, il a fondé sa boîte en 2013, et donc c'est un personnage qu'on a rencontré à plusieurs reprises et qui, alors qu'elle a la particularité d'être bègue, il s'en cache pas, et lui-même en fait presque finalement le moteur de sa fibre entrepreneuriale. C'était une sorte de revanche qu'il pouvait avoir sur les autres. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est extrêmement bon dans la vente de son entreprise, dans la vocation. Donc bon, a priori, quand on est bègue, on peut se dire qu'il peut y avoir une certaine réticence à avoir ce genre de boulot où finalement c'est la vente, la parole qui est le fonds de commerce. Donc, que dire sur lui? Son parcours. C'est un peu le prototype de l'entrepreneur français. C'est une sorte de conte de fées de la tech française, telle que la rêve la French Tech. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort d'HEC. Pour la petite histoire, il était tennisman d'assez haut niveau avant. Bon, il a fait l'académie Sergi Bruguera, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, il avait un bon niveau. Il se blesse au dos, il se dit je vais lancer ma boîte. Il participe d'abord au lancement de La Fourchette, qui était une start-up bien connue. Et en relation entre des gens qui veulent aller au restaurant et des restaurateurs. Et il a l'idée en même temps que plusieurs autres entrepreneurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que sur la même ligne de départ, Doctolib n'est pas la seule, et voire même un peu après Mon Docteur ou Quel Docteur, qui se lance à peu près au même moment, parce qu'aux États-Unis, il y a ZocDoc qui se lance en 2008 en voulant disrupter le mammouth qui est la santé. Et donc en France, des entrepreneurs ont la même idée. Et Stanislas Niok's-Château, avec un associé, lance Doctolib, la mise en ligne, je crois que c'est en novembre 2018. Et ce
qu'ils doivent faire avant tout, c'est lever de l'argent pour pouvoir grossir, parce que la première vocation de Doctolib est de convaincre les personnels de santé, donc les médecins, d'adopter leur logiciel. Donc c'est une logique de porte-à-porte quasiment, enfin de commerciaux un peu à l'ancienne, de convaincre chaque médecin. Alors c'est du porte-à-porte qui a parfois un peu des airs de corps à corps, parce que les trois grosses startups sont un peu sur la même ligne de départ, à vouloir faire la même chose, donc à convaincre les médecins. Quel doc et Doctolib, et puis finalement, dans une sorte de mécanisme darwinien parfait, il n'y a quasiment que Doctolib qui survit, parce que les autres, soit ont disparu, soit ont été avalés, soit dans un état, ils font du témoignage entrepreneurial. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment il a réussi à imposer, donc ce Stanislas Niokschatto, une sorte de monopole, alors qu'à la base, il y avait toute cette concurrence? Le premier gap, enfin la première étape un peu décisive, c'est le rachat de Mon Docteur, qui est son principal concurrent, donc il rachète Mon Docteur en 2018, et de 2013 à 2018, c'est une course effrénée où en fait il faut, et c'est ça le jeu du capital risque, c'est arriver à convaincre les investisseurs que son histoire, son projet est meilleur que les autres. Et en ça, Stanislas Niokschatto a excellé, c'est-à-dire qu'on a des témoignages de plusieurs personnes qui nous disent, déjà, dès le début, ils se voyaient à la tête d'une entreprise de 10 000 salariés, alors qu'à l'époque, ils sont 4. Quand il recrute son personnel, il dit, tu rejoins le Google de la santé, alors qu'ils sont 15, avec quelques laptops et des tréteaux. Donc, il a soit cette vision, soit, ça dépend d'où vous vous placez, soit cette espèce de culot monstre à envisager Doctolib comme un mastodonte qui va être, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice aussi. Donc il rachète Mon Docteur en 2018. Alors c'est particulier parce que Mon Docteur est contrôlé par le groupe Lagardère, et donc finalement c'est un peu le nouveau monde des start-upers soutenus derrière par des business angels et puis des fonds d'investissement qui bousculent une sorte de vieux monde du capitalisme industriel, parce que finalement l'héritier Lagardère n'a peut-être pas la vision nécessaire pour maintenir Mon Docteur et vend son groupe à la découpe, en gros. Oui, c'est ça. C'est en fait Lagardère se désengage de sa branche numérique. Du coup, Mon Docteur se trouve asphyxié, avec un besoin de cash, et il y a une sorte de mariage de raison, ou du moins ils se font avaler par Doctolib. Dans des conditions qui ne leur sont pas favorables, finalement. À l'époque, disons que c'est une lutte. Il faut savoir quand même qu'il y a des... Donc pour l'anecdote, c'est que les commerciaux de Mon Docteur et ceux de Doctolib frappent à la porte de chaque médecin, et on a des témoignages où, par exemple, un commercial va crever les pneus du scooter de son rival. Il y a quand même des scènes d'arrachage de posters publicitaires de l'un ou de l'autre il y a un vrai combat commercial entre les deux. Finalement, les deux équipes arrivent à fusionner, et là où Doctolib va vraiment passer dans une autre dimension de la médecine publique en France, c'est lorsqu'ils obtiennent le contrat de la l'AP-HP, donc l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est le mastodonte de la santé publique francilienne, avec 8 milliards d'euros de budget. Et c'est surtout une immense caution, c'est-à-dire que pour Doctolib, s'ils ont un contrat avec la l'AP-HP, c'est une sorte de saut de crédibilité et d'entrisme dans la santé publique. Alors, comment ils sont arrivés? Est-ce qu'on peut dire que Doctolib a été porté à bout de bras par notre gouvernement, qui n'aime rien moins que s'afficher comme prophète de la Startup Nation? Est-ce qu'il y a quelque chose disons que ce qu'a fait Doctolib, c'est qu'à partir du moment où ils sont les seuls acteurs et qu'ils ont avalé leur principale concurrence, ce qu'ils veulent maintenant, c'est que la santé publique française reste une cible. Donc ils créent ce qu'ils appellent un service grand compte, qui est du lobbying, qui est plus là du démarchage commercial et du porte-à-porte, mais qui est vraiment de faire connaître le produit auprès des acteurs publics, donc de la PHP. Ils ont aussi tous les centres de santé, ils visent très rapidement les centres de santé publics de la ville de Paris, de Montreuil, les CPAM. Donc ils ont finalement assez classique, on peut le voir dans d'autres secteurs d'activité, qui est d'aller voir l'opérateur public en leur proposant un service que le ministère de la Santé n'avait pas vraiment envisagé. Et finalement, quand on refait un peu l'histoire, on se rend compte que Doctolib est en ordre de bataille, en ordre de marche, avant la pandémie, et que le Covid vient juste couronner une sorte de marche en avant, de conquête à la fois du secteur privé et public. Donc, quand la pandémie arrive, c'est presque une bénédiction pour eux, et ils ont une sorte d'autoroute devant eux. Parce que le gouvernement fait de Doctolib, finalement, le roi du Covid, l'entreprise carrefour des vaccinations. Ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait quelque chose d'assez souple. C'est comme ça que Doctolib a réussi à s'imposer. C'est-à-dire qu'ils ont les effectifs, ils ont une sorte de savoir-faire, et en vrai, on sent qu'on a une santé publique un peu aux abois, avec une situation d'urgence.
et un opérateur qui leur propose très rapidement de pouvoir assurer les prises de rendez-vous, alors qu'il y avait pas grand-chose en face, quoi. On peut se dire que l'État français avait des moyens de mettre en place des plateformes de prise de rendez-vous. Ah bah on peut toujours refaire l'histoire en disant ça, oui, ça c'est probablement. Mais après, anticiper la pandémie, c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que pour le coup, ils avaient fait un travail même de balisage. Ils étaient connus au sein du ministère de la Santé, donc ça s'est imposé comme une sorte de partenaire un peu évident. Alors, Doctolib n'échappe pas à des critiques, à de très graves critiques, notamment celle de référencer, premièrement, des adeptes de pratiques alternatives d'une part, et carrément des faux médecins d'autre part. Ouais, ça c'est les deux éléments où en fait Doctolib a été pris dans la tempête récemment. Il y a un premier aspect, c'est donc d'héberger sur sa plateforme des médecins qui ne le sont pas, donc de médecine alternative. Il y a par exemple des médecins qui préconisent de frotter le sexe d'un enfant avant de s'endormir quand il a de la fièvre. Enfin voilà, des préconisations très dangereuses et qui sont cernés, qui sont dans le viseur de la Miviludes, mais donc qui sont sur cette plateforme-là. La Miviludes, c'est la mission de lutte contre les sectes. Oui, c'est ça. Et donc des pratiques déviantes. Donc là, Doctolib a éjecté 5000, je crois, c'est entre 5 et 6 000 personnes qui se prévalent de cette médecine douce de sa plateforme, mais ils se défendent en disant qu'ils ne sont pas l'ordre des médecins. C'est-à-dire que, par exemple, les ostéopathes restent une pratique qui n'est pas reconnue par tous, qui n'est pas remboursée par la Sécu. Bon, pour autant, est-ce qu'il faut juger ou questionner le sérieux des ostéopathes? Je pense pas. En tous les cas, c'est pas à cette start-up de trancher sur cette question. Donc ça, c'était un premier point. Et le deuxième, c'est des vrais charlatans dans le sens des arnaqueurs, quoi. Il y a eu des gens qui sont pas du tout médecins. Qui sont pas du tout médecins et qui sont là juste pour l'oseille, quoi. Donc, en fait, ils sont là, ils ont réussi à s'installer sur cette plateforme parce qu'il y avait des failles. Il y avait des failles, ouais, notamment qui sont liées au désir de croissance de Doctolib. Mais en fait, si vous êtes médecin et que vous voulez vous ouvrir une page sur Doctolib, vous devez fournir plusieurs documents, plusieurs certificats d'inscription à l'ordre des médecins et tout ça. Donc il y a un processus très sérieux chez Doctolib comme chez les autres, sauf que Doctolib laissait 15 jours de latence entre le moment où vous envoyez ces documents et l'ouverture de votre compte. Donc il y avait 15 jours pendant lesquels vous pouviez un peu filouter. Si vous n'étiez pas médecin, vous disiez bon, je vous les envoie dans 15 jours, et puis en fait vous ne l'étiez pas. Et donc Doctolib s'était fait attraper par la cellule d'investigation de France Info qui avait repéré des faux pédopsychiatres qui effectuaient des consultations à distance à Montpellier alors qu'ils étaient pas plus médecins que moi. Donc là c'était clairement une arnaque assez classique. Donc Doctolib a rectifié le tir en maintenant s'alignant sur les pratiques d'autres de ses concurrents, GPS Santé par exemple, où vous ne pouvez pas ouvrir vos rendez-vous tant que vous n'avez pas fourni tous les justificatifs. Et les concurrents étaient très amusés de voir Doctolib pris la main dans le pot de confiture et ont considéré que c'était sa faute quelque part. Oui, il y avait deux lignes il y avait deux lignes, quoi. C'est-à-dire, la première était de dire Doctolib disant vous voyez, on est très gros, il y a une mini culpabilité à laisser cette latence là que l'on rectifie, donc maintenant ça c'est plus possible. Et en face, plusieurs concurrents disaient mais vous voyez, ils veulent gonfler à tout va, ils sont coupables de négligence parce qu'ils veulent simplement enregistrer des quantités de médecins. Donc c'est sûr que c'était du pain béni pour la concurrence. Ouais. Alors parlons un peu des données de santé, de nos précieuses données de santé, précieuses pour nous et puis aussi pour des intérêts qui ne sont pas forcément disons des intérêts de bisounours, on va dire. Alors est-ce qu'elles sont suffisamment protégées sur Doctolib? Est-ce qu'il y a eu des fuites? Est-ce qu'il peut y avoir des fuites? Alors il peut y avoir des fuites. Doctolib s'en défend en disant que la sécurisation est maximum, qu'il n'y a pas de vente de données. Il y a eu des rumeurs. Il n'y a pas de vente de données. Donc ce ne serait pas nous le produit. Non, voilà. C'est ça, c'est la position de Doctolib. Dire qu'on est le Facebook de la santé. Alors eux, ils se défendent plutôt avec beaucoup d'immodestie, comme plutôt le Microsoft de la santé. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont fournisseurs de logiciels. Et donc c'est pas les données personnelles. Au départ, ils disaient le Google de la santé, je crois. Ouais, et après, ils ont dit. Et après le Microsoft, parce que c'est pas mal aussi. Hein. Mais Google vend nos données presque. Mais donc il y a une action en justice qui a été menée par plusieurs associations, des syndicats, destinée à retirer de Doctolib le droit de donner des rendez-vous pour de la vaccination et des tests Covid. Le juge des référés du Conseil d'État a estimé que ce n'était pas recevable parce qu'il n'y avait pas, nos données de santé n'étaient pas engagées au moment où vous preniez un rendez-vous pour vous faire tester. Donc il y a eu une action en justice qui a été tentée mais qui n'a pas abouti. Et Doctolib aujourd'hui assure faire tout en ordre pour ne pas vendre et ne pas se faire pirater de données personnelles. Pour le cloud souverain, en tout cas, on repassera, vu que Doctolib stocke son contenu sur les serveurs d'un GAFAM, Amazon Web Services, qui est un des gros services d'Amazon.
C'est un danger selon vous? Là, je ne suis pas compétent pour vous répondre. J'en sais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la fiabilité de... Parce que, a priori, l'hypothèse selon laquelle Doctolib peut passer, disons, peut être vendu à un groupe américain, ferait que quelque part, le RGPD, le règlement donc, de protection des données personnelles européen, ne vaudrait plus, mais serait plutôt un règlement américain. Ça, c'est effectivement possible. Je vous avoue que là, on s'aventure sur une zone qui n'a pas été explorée par notre enquête, mais probablement. Donc, en gros, c'est-à-dire, après cette enquête, quels sont les angles morts, disons, les doutes ou alors les problématiques, disons, qu'il faudrait explorer pour bien comprendre, prendre la mesure de ce qu'on pourrait appeler la révolution Doctolib? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la médecine va pas bien en France. Doctolib est une des solutions à ça, mais le cœur du problème reste les déserts médicaux. Et Doctolib va pas former des médecins. Donc ça reste une limite. Après, ce qui est intéressant, c'est que ça a changé, quoi qu'on en dise, qu'on supporte ou qu'on critique Doctolib, ça a changé le rapport des Français avec la santé, avec leurs médecins, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il y a une sorte de... Ça a à la fois facilité l'accès à certains médecins, qui étaient parfois difficiles à avoir, tout ça. Donc ça, ils en sont très fiers. Mais il y a aussi une sorte d'horizontalisation du rapport médical. C'est-à-dire que certains professeurs, des éminences dans leur profession, déplorent une sorte de... Bon, ils ont la sensation d'être un peu des Deliveroo, des Uber Eats de la santé. C'est-à-dire qu'on prend un rendez-vous chez son médecin, comme on peut commander autre chose. Donc, ça fait grincer des dents chez certains, mais par ailleurs, beaucoup de généralistes y ont recours et en sont très contents. Donc, dans un avenir plus ou moins proche, ce qui sera intéressant de voir, c'est ce que Doctolib compte faire sur la télémédecine, par exemple. Est-ce que ça va vraiment être une solution contre les déserts médicaux, quel va être, vous avez soulevé le problème des données, qui est effectivement un domaine crucial et sur lequel c'est très dur et long d'enquêter. Donc ça sera probablement l'objet d'une enquête. Est-ce que Doctolib est un des symboles de la privatisation rampante du système de santé français? Pas vraiment, parce que, c'est-à-dire que c'est quand même des médecins privés et libéraux qui ont recours à Doctolib. On parlait de la PHP, je crois que c'est 0,1% des rendez-vous de l'ensemble de la plateforme. Donc c'est essentiellement, la médecine reste un exercice majoritairement privé. C'est un service supplémentaire de prise de rendez-vous. Après, jusqu'où ils veulent aller? Ils sont très ambitieux, ils veulent bouger les lignes. Ils veulent se développer dans la télémédecine, ça veut dire que ce sera une sorte de plateforme privée qui remplacera en partie des cabinets et la confidentialité des cabinets des médecins. Ça, il faudra justement, c'est là où la vigilance vis-à-vis de la confidentialité sera indispensable, parce qu'il va falloir s'assurer qu'ils le font dans des bonnes conditions. Là, ils sont surtout sur un développement international, avec l'Allemagne, avec l'Italie. Donc, comme toute bonne start-up, ils veulent grossir. Là, c'est 150 recrutements par mois, donc ça va très vite. Mais oui, il va falloir voir quelles seront les conditions dans lesquelles tout cela s'exerceront. Eux assurent, main sur le cœur, être vigilants vis-à-vis de tout ça. On va pas faire du journalisme spéculatif, c'est-à-dire que attendons de voir et on sera là pour regarder. En tout cas, Doctolib et Blablacar, ce sont les deux grosses start-up françaises, disons, à la mesure de la Silicon Valley, d'une certaine manière. En termes de valorisation, Doctolib est valorisé à 8,5 milliards d'euros, ce qui en fait la start-up ou l'une des deux start-up avec Blablacar a la plus grosse valorisation. Donc c'est sûr que c'est une sorte de tête d'affiche ou de tête de gondole pour la French Tech. Et ça, Doctolib, on a très conscience. Pour le reste... Il faudra voir, il y a aussi des très gros acteurs en Chine qui sont un peu sur la télémédecine avec assez peu, avec un problème de confidentialité. Donc Doctolib s'inspire, regarde ce qui est fait ailleurs, parce que c'est pas un système qui est foncièrement novateur. C'est-à-dire que ZocDoc, on en a parlé au début, avait été créé aux États-Unis 5 ans avant. Donc ils ont un produit qui est certes très bien fait, mais c'est pas les premiers à l'avoir fait. Même si aujourd'hui c'est une réussite impressionnante à l'échelle de l'écosystème tech en France. En tout cas, votre article, Viens voir le docteur, il est toujours disponible sur les plateformes numériques de Sopress, qui est l'éditeur de Society, et il est également disponible à l'achat en ligne sur les sites internet de Society et de Sopress, je crois. Tout à fait.